Donc, je vais inviter tout de suite à me rejoindre les intervenants de la table sur la technologie de l'impression à la demande, donc Gilles Herman, Gerd Roberts et Adrien Servière, qui est de retour. Donc, on va d'abord donner la parole à M. Gilles Herman, directeur général et éditeur aux éditions du Septentrion. Bonjour Gilles, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. On m'entend bien, ça va? C'est parti. Alors 10 minutes pour vous parler de l'impression à la demande. Ça va être rapide. C'est ce petit bidule-là pour changer le... Oui. OK, on y va. Écoutez, l'impression à la demande, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Pourtant, ça a pris du temps avant de se mettre en place. Moi, j'ai tendance à appeler l'impression à la demande la deuxième révolution numérique. C'est du livre numérique qu'on imprime. Allons-y, oui, le bouton vert. Je vous présente une toute petite partie de l'entrepôt d'immédiat. Ça, c'est les livres courants. C'est même pas le stock lourd, c'est le stock mobile. Ça, c'est exactement ce qu'on ne veut plus voir, en fait. On ne veut plus stocker de livres à l'impression à la demande. On va être clair dès le début. Quand on parle d'impression à la demande, on va parler d'impression à un exemplaire. Un livre à la fois, jusqu'à après ça du micro-tirage, 5 exemplaires, 10, 20, 30. Mais tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui prend comme prémisse que on va parler d'un exemplaire à la fois. Ici, je vous montre simplement la fiche memento d'un livre disponible à l'impression à la demande, juste pour vous montrer que vous avez le petit carré vert en disponibilité, je ne sais pas si vous le voyez, avec marqué imprimé à la demande. Donc l'impression à la demande, ce n'est pas quelque chose c'est pas un projet qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qui existe maintenant, on en fait déjà de plus en plus en fond. Et donc, si vous cherchez un livre, vous allez voir qu'il est marqué comme disponible, mais à l'impression à la demande avec le reste des informations. Le circuit de la commande. Écoutez, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Un client va chez le libraire, demande son livre. Le libraire fait sa commande au distributeur. Le distributeur retourne le livre au libraire et inversement, retourne son livre au client. Tout le monde est content. Si on rajoute l'impression à la demande là-dedans, qu'est-ce que ça change? Ça change tout simplement que le distributeur n'a pas le livre en stock. Le distributeur va commander le livre directement chez l'imprimeur. L'imprimeur va envoyer le livre chez le distributeur, et puis ça reprend la chaîne traditionnelle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait du transport là-dedans? C'est la beauté de la chose, c'est qu'en fonctionnant comme ça, on arrive à intégrer le transport dans les flux de transport qui existent déjà. Par exemple, Septentrion, on est chez d'immédiat. Tous les jeudis, il y a des camions qui partent de Marquis, de l'imprimeur que j'utilise pour l'impression à la demande. Donc, on met simplement les boîtes d'IAD dans les camions qui vont déjà chez d'immédiat. Ça ne rajoute pas de frais de transport. La même chose, les livres sont placés dans les livres qui, anyways, font les offices et vont chez le libraire. Donc, on ne rajoute pas, en fait, les coûts de transport dans ces livres-là. C'est ce qui permet, en fait, de rendre l'impression à la demande disponible. Si on regarde la même chose, le circuit de la commande sur Internet, bon, écoute, c'est la même chose, du client libraire, distributeur, pour autant que le libraire n'ait pas le livre en stock, le distributeur envoie le livre chez le libraire qui le renvoie par la poste à son client. Si on a l'IAD, le distributeur va évidemment commander toujours le livre en impression à la demande chez l'imprimeur, mais nouveauté, on pourrait très bien imaginer que dans ce cas-ci, l'imprimeur l'envoie directement au client, pour autant qu'on ait trouvé une façon de transmettre l'information de l'adresse du client directement à l'imprimeur. Évidemment, pas besoin de vous expliquer que ça suscite des petits enjeux de confidentialité sur qui sont les clients, etc. Mais enfin, il y a quand même des choses à structurer là-dedans pour essayer justement de réduire le transport. Dans ce cas-ci, on a quand même un envoi à faire par la poste. On essaie aussi d'être rapide pour concurrencer des sites importants qui sont capables de livrer en 24 heures gratuitement. Donc, il faut essayer d'automatiser le plus possible tous ces processus-là. Et actuellement, en fait, il n'y a aucune limite technologique, c'est tout à fait possible. Alors, je reviens sur le statut de l'IAD. Je vous montrais donc Memento tout à l'heure. L'IAD n'est pas manquant, il faut bien comprendre. Quand un livre est en impression à la demande, ce n'est pas un livre manquant, ce n'est pas un livre qu'on attend qu'il soit réimprimé, c'est un livre qui attend une demande de réimpression. L'IAD n'est pas moins beau. C'est vrai qu'au début, les résultats n'étaient peut-être pas très intéressants, mais aujourd'hui, je pourrais vous montrer un livre imprimé sur une presse offset, un livre imprimé en IAD, vous demandez lequel est lequel, puis à moins d'être un spécialiste, là, vous ne serez pas capable de me dire, puis peut-être que vous allez trouver que l'impression à la demande est plus belle d'ailleurs. L'IAD n'est pas forcément plus cher, en fait, aujourd'hui, donc grâce aux efforts de globalisation qui ont été faits sur l'impression à la demande, les prix deviennent vraiment très raisonnables. C'est sûr que c'est plus cher qu'une impression à grand tirage, mais ça devient raisonnable, particulièrement quand on arrive à intégrer le transport dans le flux normal. Et quand je dis n'est pas forcément plus cher, c'est sûr que des éditeurs pourraient tenter de mettre des livres de fonds épuisés, comme ils font un effort pour le remettre disponible, pourrait être tenté de vouloir le mettre plus cher, parce que le livre coûte plus cher à imprimer, et peut-être aussi simplement pour jouer sur une question de rareté.
Le livre étant plus rare, on va se permettre de le mettre plus cher parce que les clients seraient prêts à payer un supplément pour l'avoir. Important, l'impression à la demande n'est traitée que lorsqu'il est commandé. Donc, je reviens avec mon cas du manquant. Ce n'est que quand la commande est passée chez le distributeur que le distributeur va lui-même la passer chez l'imprimeur. Là, on parle évidemment d'une commande qui est passée en librairie. Si je reprends le cas typique de l'immédiat, tous les jeudis, il y a une commande qui est envoyée chez Marquis. Le jeudi suivant, le livre est envoyé chez l'immédiat. Donc, si vous passez une commande un vendredi, c'est sûr que ça va aller au jeudi d'avant, avant que ce soit envoyé chez Marquis. Donc, ça va prendre 2 semaines avant que ce soit mis dans votre boîte. Mais donc, vous voyez, grosso modo, là, 2 semaines, 3 semaines. Si un client vous demande combien de temps ça prend, là, malchanceux, ça va être 3 semaines. Ça dépend évidemment de votre fréquence de commande, mais c'est quand même assez rapide. Il y a des libraires qui vont dire qu'eux autres, ils ne voient pas du tout la différence, en fait, entre un livre imprimé à la demande ou un livre qui est en entrepôt. Là, ça va aussi vite. L'IAD n'est pas retournable. Alors ça, évidemment, c'est soumis en question. Ça dépend des politiques de chacun. Certains vont permettre des retours, d'autres pas. Mais enfin, de façon générale, on va dire que c'est du livre de fond. C'est une commande spéciale. Donc, normalement, le livre n'est pas retournable. C'est du ferme. Ça veut dire qu'il y a effectivement une risque de la prise de la commande. Certains pourraient être tentés de faire payer le client lors de la commande. Il y a des choses à réfléchir là-dedans. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros risque non plus de fraude, là, mais il faut quand même connaître cette petite donnée-là. Alors moi, je trouvais ça important que je vous donne des vraies données. Je me suis basé sur mon catalogue pour vous expliquer. Depuis 1 an, j'en fais. Et comment ça fonctionne. Alors ça, c'est m'adresser plus aux éditeurs et à ceux qui s'intéressent aux chiffres en tant que tels. Vous donner des exemples concrets. Voici un livre, un 6x9, un livre d'essai, 432 pages, un gros livre, un 39,95. Je fais le bilan classique, c'est-à-dire 55% c'est la remise que je remets à mon distributeur, 10% c'est ce que je vais payer de droits d'auteur. Donc sur un livre que je vends à 39,95, il va revenir à l'éditeur 13,98. Tout le monde suit. Si j'en imprime 1000 exemplaires, celui-là, il me coûte 5 $. Et si j'en imprime un exemplaire, il me coûte 8 $. Vous voyez que la différence n'est quand même pas si énorme que ça. Ça veut dire que quand même à 8 $, il me revient encore 5,98, c'est-à-dire à peu près 15% si je reprends le prix de détail. Il y a encore une marge. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que si vous avez des livres épuisés, des livres de fond, que vous les remettez en circulation, quand bien même vous commencez à faire un peu d'argent, versus vous n'en faisiez plus du tout parce que le livre était épuisé, moi, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne serait pas tenté de se lancer dans l'aventure et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Un autre exemple pour vous donner, écoutez, un livre plus simple, un roman, donc plus petit format, moins de pages. On a le même bilan, puis on voit que sur 1000 exemplaires, il nous coûtait 3,50, à un exemplaire, il nous coûte 5,40. C'est sûr que là, la marge commence à devenir très faible pour l'éditeur, 8%, 1,58 de revenus bruts. Il reste encore pas mal de choses à payer à travers ça, mais même logique, c'est que quand même, on fait encore de l'argent avec ça. Donc, quand on a des livres épuisés, ou des livres à petite vente, ça devient quand même intéressant de le faire, ne fût-ce que pour garder les livres disponibles, ne fût-ce que pour faire plaisir à l'auteur, entretenir un fonds et faire le travail d'éditeur et de diffusion en général. Quelques chiffres sur 43 titres disponibles. Donc, j'ai 43 titres disponibles au Québec ou au Canada. On va regarder après ça ce que j'ai de disponible à l'étranger. 43 titres disponibles au Canada, ça veut donc dire des titres qui sont épuisés, qui sont marqués comme impression à la demande. Il n'y a plus de stock chez d'immédiat. Donc, combien d'impressions à la demande ont été traitées en 2018 sur ces 43 titres disponibles? 1343. Moi, je trouve ça beaucoup et je suis très content de ça. C'est la preuve qu'il y a une véritable demande pour les livres de fond, les livres qui sont plus disponibles. Le titre le plus demandé, 113 exemplaires. Les États-Unis d'Amérique, ça, c'est un livre universitaire qui n'est vendu à peu près qu'en université. C'est des demandes de cours. C'est sûr qu'on faisait avant des micro-tirages, on réimprimait des 150, 200 exemplaires par année. Mais c'est un livre qu'on met à jour aussi, c'est la 4e ou la 5e édition, je ne sais plus trop. Puis il arrivait toujours un moment où on réimprimait, et puis là, on avait 60 exemplaires, 80 exemplaires qui finissaient au pilon, parce que là, on passait à l'édition suivante. Mais ces 80 exemplaires de trop, ils nous coûtent de quoi aussi, là? Là, ils ne nous coûtent plus rien, parce que les livres, il n'y a jamais de pilon, on est toujours à zéro en stock, et donc on peut finalement avoir rentré ça aussi dans notre ligne de compte quand on fait nos calculs. Le titre le plus ancien, c'est un titre de 1994, qui est l'image du castor canadien. Écoutez, on est dans la bonne tradition canadienne. Mais quand même, moi, je suis fier de dire qu'un livre de 1994 qui n'était plus disponible, maintenant est de nouveau disponible. Non seulement il est plus disponible, mais en plus, il nous reste de la clientèle. Alors, quand Voldemort surprend, évidemment, je vais parler d'Amazon, on a mis sur Amazon 233 titres disponibles sur les marchés à l'extérieur du Canada, donc US et Europe, principalement Angleterre, Allemagne et France.
De juin à décembre, on est sur une période plus courte, 282 exemplaires vendus. On a mis ces livres-là sans aucune promotion. On les a simplement mis sur les marketplaces, on a regardé ce qui se passait. Donc vous voyez ici les courbes de ce qu'on a vendu. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois ça nous revient comme une vente européenne, des fois on a la description du pays, mais peu importe, on voit par exemple qu'en Angleterre, 92 livres vendus sans tambour ni trompette. Il y a des résultats intéressants. Si on commence à faire un peu de diffusion, ça commence à approcher les bibliothèques universitaires, une clientèle particulière, etc., on voit que pour l'exportation des livres, il y a là un nouveau modèle qui ne demande aucun transport, aucun stock. Tout est imprimé simplement à la demande et sur place, on est capable d'imprimer en Angleterre, en Allemagne, en France, etc. C'est vraiment très intéressant. L'entente avec Amazon est donc propulsée par deux marques. Finalement, je voulais terminer sur cette belle image du Salon du Livre de Genève qui s'en vient bientôt. C'est ça, c'est la bibliodiversité, c'est garder beaucoup de livres disponibles, l'impression à la demande, et dans des marchés comme par exemple la Suisse, où c'est pas évident pour un éditeur de Québec d'être disponible. Et c'est une solution que je vous invite à regarder. Merci beaucoup. Merci Gilles. Je vais subtilement récupérer mes feuilles et inviter Gert Roberts à prendre la parole. Comment peut-on activer le potentiel énorme des titres de fonds? C'était ça la question qu'on s'est posée il y a plus de 20 ans. Et BOD, Books on Demand, a commencé à offrir des solutions pour des titres de fonds en juillet 1998. Aujourd'hui, on a déjà plus de 4 millions de titres prêts à être imprimés sur nos serveurs. Et l'année dernière, on a imprimé plus de 4 millions de livres à un tirage de exactement 1,5. Donc, c'est ça notre mission. C'est l'impression à la demande. C'est préparer des fichiers pour une distribution globale à la demande. Ça veut dire, nous, on attend les commandes des libraires et une fois qu'on reçoit les commandes, on imprime. Aujourd'hui, on est partenaire de plus de 2000 éditeurs qui ont leurs titres avec nous. Et qu'est-ce que l'ADN de BOD? Notre ADN, c'est vraiment des services logistiques intégrés. Ça veut dire, nous, on s'occupe de tous les processus. Ça veut dire préparer les fichiers, faire le référencement de vos titres dans les systèmes des libraires et bien sûr l'impression et la logistique. Seconde, il y a une standardisation minimale pour l'impression à partir d'un seul exemplaire, mais à l'envers, on a une très très grande qualité et quantité de différentes reliures et papiers. Et j'ai quelques exemples ici sur la table. Donc, les éditeurs ont vraiment le choix de différentes qualités pour l'impression de leurs titres, avec l'idée de rendre les titres le plus proche à l'original que possible. Et troisième, c'est les services d'impression et distribution internationaux en Europe et dans le monde. Le processus, c'est simple et efficace. Les éditeurs s'occupent du téléchargement des métadonnées et des fichiers PDF. Et pour être plus précis, il y a deux fichiers. Le premier, c'est pour le corps du livre. L'autre, c'est pour la couverture. Donc, c'est vraiment simple et gratuit.
Et après, l'éditeur a 3 options. La première option, c'est la distribution des titres avec le référencement en librairie. La seconde, c'est les livraisons de petits tirages. Et la troisième, c'est la distribution internationale. Et en ce qui concerne la disponibilité en librairie, c'est nous, BOD, qui s'occupe du référencement de vos titres dans les librairies. Et ça veut dire qu'on offre aux libraires une très, très grande quantité de titres de fonds. Pour les éditeurs québécois, si vous n'avez pas de distributeur en France, on peut vous offrir la possibilité de référencer les titres dans les catalogues en France et les autres pays européens. Et avec ça, vous êtes dans les systèmes des libraires et on peut répondre à la demande. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coût associé, mais une fois qu'il y a des commandes, on reçoit des marges. Et bien sûr, on travaille avec des distributeurs pour les libraires, mais on travaille aussi en direct avec les grands libraires en ligne. La seconde option, c'est la livraison de petits tirages en entrepôt. Et c'est comme Gilles l'avait déjà mentionné, on peut livrer directement au client final ou on peut livrer au distributeur ou à la librairie. Et tout ça au nom et avec la facture de l'éditeur. Donc, le libraire ne voit pas que le paquet ne vient pas du distributeur direct, mais que ça vient de nous. Il y a des différentes options pour les services de livraison. Donc là aussi, il y a une grande flexibilité. Et BOD participe aussi au projet TCD que Adrien va nous présenter juste après moi. La troisième option, c'est la plateforme pour la disponibilité de titres au niveau international et global. Et comme vous avez vu avant, en Europe, on est en direct dans une dizaine de pays. On a aussi un partenaire en Afrique pour l'ouest de l'Afrique et on collabore avec des partenaires dans les pays anglophones. Donc, nous, on peut faire le référencement pour les titres des éditeurs québécois dans tous les pays. Standardisation minimale, mais le choix maximal, c'est ça le but. Et bon, je ne vais pas lire toutes les options, mais la combinaison de toutes les reliures, les formats, les papiers, ça vous donne vraiment une très très grande gamme d'options. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut offrir des formats libres, ça veut dire jusqu'au format d'A4. On peut choisir le format par millimètre. Donc, il n'y a pas de format standard. On est libre pour répondre aux besoins des éditeurs. Et la grande question, les délais, bien sûr. L'impression s'effectue dans un délai de 12 heures. Et après, on a la livraison. Pour la France, c'est maximum 72 heures. Évidemment, pour les couvertures dures, il faut ajouter 3 jours parce que le processus est beaucoup plus prend plus de temps là.
Donc c'est ça l'histoire. C'est, pour résumer, un système qui est facile, qui est efficace et qui donne beaucoup d'options aux éditeurs. Ce qui est important pour nous, on travaille avec plus de 10 000 éditeurs, mais on n'a pas deux éditeurs égales ou comparables. Chaque éditeur a des besoins différents, chaque éditeur a des idées différentes. Donc pour nous, c'est vraiment important de s'occuper du processus intégral et de commencer avec une stratégie. Et c'est pour ça que nous serons très heureux de parler avec vous plus individuel. Merci. Merci, M. Roberts. Je donne maintenant la parole à Adrien Servière du Centre de diffusion de l'édition qui va nous parler de tirage court dynamique. Je vais être assez bref pour éviter les redites. Alors, comme beaucoup d'éditeurs, les éditeurs du CDE ont cette problématique des réimpressions courtes. On fait l'impression à la demande, enfin les éditeurs du CDE procèdent d'ores et déjà à tout ce qui vient de vous être expliqué. On a voulu leur proposer une solution intermédiaire entre les deux, qui est le tirage court dynamique. Concrètement, l'impression à la demande se déclenche par une commande. Le tirage court dynamique se déclenche par la combinaison de deux choses qui sont d'un côté la situation d'un stock et de l'autre côté l'historique des ventes. Donc c'est toute une histoire d'algorithme qui rentre en compte évidemment. Et ce tirage court dynamique repose sur un accord entre éditeur, distributeur et imprimeur. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, le diffuseur n'a plus rien à voir là-dedans et c'est vraiment éditeur, distributeur et imprimeur qui se débrouillent avec ça. La liste des titres est définie en amont selon plein de contraintes qu'on va voir après. Et quoi qu'il en soit, l'éditeur qui décide au départ du nombre potentiel de titres à réimprimer peut soit le valider une bonne fois pour toutes dès le début, soit avoir son mot à dire à chaque demande de réimpression. Sur les principes généraux du TCD, donc première étape évidemment, c'est l'imprimeur qui identifie dans son catalogue tous les titres qu'il veut rendre disponibles en tirage court dynamique. Il y a pas mal de critères techniques qui rentrent en compte, le format évidemment, d'éventuels livres couleurs ou livres illustrés, type de couverture aussi. L'éventail de possibilités est assez vaste, mais n'englobe pas tout. Donc il y a certains titres qui pour l'instant ne sont pas encore éligibles au TCD. L'éditeur transmet tous les fichiers valides à l'imprimeur, évidemment, qui les stocke. Donc tous les fichiers sont en permanence chez l'imprimeur. Et l'éditeur, informatiquement, demande le passage de ces articles en TCD chez le distributeur. En ayant la possibilité de paramétrer, encore une fois, en amont, les quantités à réimprimer ou de les choisir à chaque fois que la question se pose. La suite du processus, c'est que une fois que les fichiers sont chez l'imprimeur, le distributeur, les algorithmes tournent toutes les nuits et envoie des alertes quotidiennement à l'éditeur sur d'éventuels titres à réimprimer pour les ouvrages dont le stock est insuffisant, évidemment. Les systèmes du distributeur proposent une quantité à réimprimer, en sachant qu'il y a une quantité minimum qui est de 10 exemplaires. Il n'y a pas de maximum, mais ce système-là n'imprime pas, n'envoie pas de réimpression à moins de 10 exemplaires. Et c'est ensuite le distributeur qui pilote la réimpression directement avec l'imprimeur. Encore une fois, l'éditeur peut ne rien avoir à faire pour cette réimpression. Concrètement, le projet il est lancé depuis... Enfin, l'idée du projet est née il y a quelques mois.
Et le projet va prendre forme très rapidement. On le présente à nos éditeurs vendredi, qui arrive. Ensuite, il faudra qu'ils réalisent toutes ces étapes, qu'ils choisissent les titres qui peuvent être inclus. Et on imagine que les premières impressions devraient être lancées d'ici un mois, d'ici fin avril, a priori. Voilà. Merci. Peut-être que pour commencer les échanges, je vous demanderais, Adrien, vous dites qu'il n'y a pas de maximum. Bon, évidemment, je suppose qu'il y a une différence de coût quand même qui fait qu'un éditeur n'ira pas en impression comme il irait en offset avec le tirage court à la demande. Absolument. Le maximum, c'est logique. Si c'est pour réimprimer 500 ou 1000 exemplaires, on ne va pas faire du tirage court à la demande. On s'attend donc à des tirages de quel ordre? Quelques dizaines? A priori, ce sera... on verra. On n'a pas encore le chiffre exact, mais à mon avis, ce sera entre 10 et 100. Mm-hmm. Et donc, je reviendrai peut-être d'abord sur cette question de la qualité. Gilles, tu dis donc que la qualité n'est plus un problème vraiment. Est-ce que c'est vrai de tous les genres d'ouvrages? Est-ce que vous imprimez aussi des ouvrages avec des photos, par exemple, avec satisfaction? En fait, la distinction va beaucoup être dans le noir et blanc et le couleur. Pour le noir et blanc, en fait, beaucoup d'ouvrages sont déjà imprimés sur des presses numériques aujourd'hui, là. On va réserver le set pour les plus gros tirages. La qualité au noir et blanc est vraiment irréprochable. On a des choix de papier. C'est sûr qu'on regardait dans l'exemple de BOD, il y a plusieurs choix de papier, etc. Mais reste qu'au final, on a quand même beaucoup de choix. Ça fait donc des livres bien imprimés, bien reliés à tout point de vue. Après ça, la couleur, là, ça dépend évidemment des marchés sur lesquels on veut imprimer. Ici, au Québec, on n'a pas encore d'imprimeur qui fait de l'impression à la demande en couleur, avec des reliures cartonnées, etc. Mais par contre, on a vu là, que par exemple BOD est un exemple. Il y a plusieurs partenaires dans le reste du monde qui offrent aujourd'hui cette possibilité-là. Et pour en avoir vu, encore une fois, c'est de très bonne qualité. Des fois, les impressions laser, ça donne des couleurs plus vives, plus éclatantes. Certains livres qui peuvent sortir plus beaux, étonnamment, en numérique qu'en offset. Intéressant. Et donc, pour terminer là-dessus, quelle est l'offre actuellement au Québec de gens qui offrent ce type de service au Québec? Alors, il y a quelques imprimeurs qui offrent l'impression à la demande. Le seul qui offre un outil d'impression à la demande vraiment intégré, à ma connaissance, c'est Marquis. Je sais qu'il y a d'autres imprimeurs qui ont des projets en cours, mais dont je n'ai pas le droit de parler parce que c'est donc encore confidentiel. Mais donc, tous les imprimeurs, c'est sûr, regardent ça parce que c'est quand même l'avenir. Ils sont tous équipés de presse numérique. La question n'est pas tant d'avoir le potentiel de le faire, mais c'est toute la logistique qui est en arrière. C'est beaucoup de sites web, d'algorithmes qui automatisent les choses, etc. La clé de l'impression à la demande, c'est l'automatisation. Moins il y a de monde qui y touche, et plus ça va être rentable en bout de ligne. Okay. On comprend bien là, que le principal bénéfice, disons, c'est un bénéfice de gestion des stocks, d'entreposage, de pilonnage qu'on évite, etc. En termes d'exportation, quelles sont les ouvertures? Et là, je vous regarde tous les trois. Comment ce type de technologie-là peut offrir des ouvertures en termes d'exportation? Écoute, c'est ça. Moi, je l'ai essayé donc, avec les marketplaces d'Amazon parce que ça a été le premier disponible. En fait, l'idée, c'est il y a un fournisseur en France, Sobook, qui est en train de développer ce qu'on appelle un hub qui devrait normalement pouvoir brancher différents partenaires du monde entier et avoir une espèce d'agrégateur des imprimeurs en impression à la demande. Donc, par une seule plateforme, pouvoir imprimer en Afrique, en Asie, etc. Ça, c'est un petit peu le rêve, mais ce n'est pas encore sur papier, ça n'existe pas encore. Mais il reste que le potentiel, c'est ça. On a le choix d'avoir une distribution classique avec des stocks qu'on imprime, puis c'est 2000, 3000 copies qu'on met dans des entrepôts, qu'on met en librairie, etc. Certains éditeurs ont fait ce choix-là, et puis ça demande beaucoup d'investissement. Il faut avoir aussi les fonds, il faut avoir le temps, l'énergie à mettre là-dessus. Pour des livres de fonds comme nous autres on fait, c'est sûr que c'est plus ciblé, c'est en partant des plus petits tirages, c'est des coûts qu'on ne peut pas se permettre. Donc là, on a une clientèle aussi peut-être plus nichée, plus facile à aller chercher. Quand on fait la promotion du roman, il y a beaucoup de compétition dans le roman, mais bon, moi je fais des livres d'histoire, donc l'image du castor canadien, elles n'entrent pas 50 000, des livres sur le sujet. Donc le client, c'est celui-là qui veut, il n'y en a qu'un, ou il y en a peut-être 3, mettons, là, puis ça va s'arrêter là, il le veut, le livre. Là. Fait que c'est évidemment plus facile pour des éditeurs nichés. Puis après ça, la magie, c'est qu'on en vend partout, là. On en vend en Mongolie, on en vend à Taïwan, on en vend en Australie. Sur le castor canadien? Sur le castor canadien, tu serais étonné. OK. Et
Mais parlons un peu dans vos expériences qui sont, bon, je comprends que chez vous, c'est encore un peu prospectif, mais aussi à l'expérience chez Books on Demand, comment un éditeur ou un distributeur fait un choix sur quelle est la bonne stratégie pour lui? Donc là, bon, je comprenais l'exemple que je donnais, Gilles était très clair, c'est-à-dire qu'on en vend quand même 150 copies par année, mais comme il est réédité régulièrement, même aller vers un petit tirage de 150-200, c'est toujours de la perte, donc il vaut mieux aller avec l'IAD. Mais dans d'autres cas, comment on décide un jour, OK, là, on arrête même de faire du court tirage, on va à la demande parce que c'est vraiment plus petit. Qu'est-ce qui déclenche ce type de décision-là? Bon, la meilleure stratégie, c'est de simplement commencer. Je vois tous aspects qui empêchent les éditeurs à faire ou à utiliser l'IAD. Le premier aspect, c'est simplement peur, c'est on ne sait pas et on n'a jamais fait. Le second argument, c'est on a tant de stock chez notre distributeur, il faut le vendre d'abord avant de commencer avec IAD. Et la réalité, c'est tous les éditeurs ont des titres épuisés. Bon, l'argument là, c'est mais ça ne se vend plus. Mais notre expérience, c'est une fois qu'un titre est disponible, on aura des ventes. Et parfois, c'est vraiment une grande surprise pour les éditeurs. Ils viennent, ils disent oh, ça ne marche pas pour nous parce que tous les titres sont épuisés, etc., etc. Il n'y a pas de demande, ce n'est pas vrai. Il y aura de demandes et on a pas mal d'éditeurs qui ont commencé très très petits avec un ou deux livres et maintenant on a toute leur liste parce qu'ils ont vu que la disponibilité crée la demande dans ce cas-là. Donc c'est ça le secret pour commencer, pour trouver une stratégie. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on s'en va vers un monde où il n'y aura plus de livres épuisés? C'est-à-dire que tout serait disponible ad vitam aeternam, y compris des livres rendus très laids par le temps qui passe? Pour autant, oui, ça c'est notre problème. Mais pour autant que l'éditeur garde les droits sur le livre, parce que ça, il y a un autre enjeu après ça qui s'en vient, la perpétuité, c'est long. Mais oui, normalement, on est capable de garder un livre disponible sur notre marché national, mais aussi ce qui est intéressant, sur des marchés où on ne serait jamais allé. J'ouvrirai le plancher aux questions, commentaires, expériences, si vous avez vous-même tenté la chose de votre côté. Il y a toujours 2 micros. Ben, en fait, je me pose la question du libraire et de la présence des ouvrages en librairie, puisqu'on est quand même la journée... c'est-à-dire que ces modèles-là sont intéressants, mais ces livres-là n'existent plus, du coup, sur les tablettes. Peut-être que le Castor canadien, anyway, personne ne l'achèterait, puis c'est juste un freak du Castor dans son coin sur Internet qui va le chercher. Mais au-delà de cet exemple-là, je trouve ça intéressant, le tirage dynamique, là, qui est comme un entre-deux, parce que, en fait, ma question serait, quid de l'angle mort de l'existence de certains livres quand même en librairie, et donc de la possibilité de la découverte par un lectorat qui se balade en salon du livre ou en librairie et qui va découvrir l'ouvrage et décider de l'acheter parce qu'il est présent, parce qu'il existe, pas seulement à la demande, mais parce qu'on lui a offert physiquement. Donc il y a comme donc cette espèce de monde où tout sera à l'impression à la demande me paraît fort triste tout de même. Donc ça ne veut pas dire que le modèle n'est pas intéressant, mais je pense que c'est important de garder à l'esprit une multitude de modèles pour la disponibilité des livres. Parce qu'on est quand même dans un monde qui est le monde du livre aujourd'hui, qui est quand même
avant tout, en termes de présence médiatique, c'est dominé par la nouveauté. Fait que c'est sûr que l'impression de la demande, tu ne le fais pas dès le départ pour ta nouveauté. Tu auras toujours bien un premier tirage minimum pour effectivement mettre ton livre en librairie, etc. et le montrer. Après ça, le fait que le livre soit en impression à la demande ou soit disponible chez ton distributeur, si un libraire veut se monter une section puis décide de commander des livres, il va les commander et puis il recevra ses livres. Il va se monter sa section. Ça ne fait aucune différence du point de vue de la disponibilité du livre. Là. Le libraire pourrait devenir celui qui commande le livre en impression à la demande. C'est ce qu'ils font, les libraires, déjà. Là. Ils font des sections, ils prennent déjà le risque de faire des commandes spéciales pour tenir tout le catalogue. Après ça, il va y avoir des questions, ça c'est intéressant, de promotion. Tu pourrais dire, pour tel événement ou quoi, je veux stimuler les libraires pour qu'ils fassent, qu'ils tiennent tel ou tel genre de livre. Et là, tu pourrais commencer à te dire avec ton distributeur ou même toi-même, je vais accepter les retours, par exemple, sur les impressions à la demande. Après ça, il y a quand même une latitude que tu peux avoir là-dessus pour effectivement un petit peu intéresser les libraires à prendre des risques sur certains livres. Pour les libraires, il y a aussi une grande opportunité parce que la disponibilité des titres offre la possibilité aux libraires de se spécialiser beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment... c'est l'avenir, c'est d'avoir un profil fort comme libraire et avec les titres disponibles. On a parlé beaucoup ce matin des possibilités de présenter des titres de fonds. Et pour les libraires, une fois que les titres sont là, sont accessibles, il y a la possibilité aussi de se présenter avec plus de niches intéressantes pour ses clients dans la région où on est actif comme libraire. Et il ne faut pas oublier que une grande partie des titres qui sont disponibles en impression à la demande, sans l'impression à la demande, seraient tout simplement épuisés et on n'y aurait pas du tout accès. Je trouve que l'intervention très intéressante soulève aussi la question que je soulevais plus tôt, qui est la question des différents types de fonds. Je pensais à cette clientèle universitaire que Gilles évoquait. Moi-même, comme étudiante au doctorat, il m'arrive de me présenter en librairie en sachant bien qu'on ne tient pas le livre que je cherche, là, qui est un livre hyper spécialisé qui date de 2002. Je m'en vais faire une commande. Je sais en me rendant en librairie que je m'en vais faire une commande. Fait que dans un cadre comme ça, que la commande soit un IAD ou une commande en entrepôt, pour moi, lectrice, ça ne change rien, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des clientèles et un certain type de fonds peut-être plus spécialisés où, de toute façon, on s'attend rarement, sauf si on est dans des librairies très spécialisées, à pouvoir bouquiner ce type de livre-là en particulier.